Du coup, bonsoir à toutes et à tous, parce que nous avons des hommes, comme tu le soulignais, Jean-Christophe. Merci à tout le monde d'être présent à ce webinaire qui est spécial recrutement, et plus particulièrement recrutement en ligne, donc un vaste sujet s'il en est. Ça va être très intéressant. C'est une thématique qui nous a été vraiment beaucoup réclamée à la CCI ces derniers temps, compte tenu bien sûr des difficultés que peuvent rencontrer les chefs d'entreprise en ce moment à trouver des candidats, mais aussi les garder dans leur rang, si on peut dire, par la suite. Donc avant de débuter, je fais mon traditionnel petit rappel des Ouais, ça marche consignes. effectivement dans le casque. Bon, bah, super. Ah, ça c'est Margot. Donc voilà, rappel des consignes pour que le webinaire se déroule dans de bonnes conditions. Donc je vous invite vraiment à éteindre vos micros pour que Jean-Christophe puisse vraiment faire sa présentation sans accroc. De toute façon, vous allez avoir l'occasion de poser des questions. J'ai envie de dire à son signal, donc pas de souci de ce côté-là. Je vous informe également qu'on enregistre ce webinaire, donc si vous voulez partir voilà, ou prendre quelques bouts, il y aura le replay qui sera consultable sur le site de la CCI Meuse-Haute-Marne ces prochains jours, avant Noël en tout cas, ça c'est sûr. Donc ça, c'était pour les consignes. Donc on va passer aux présentations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Mounier, je suis conseillère numérique à la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Et donc ça me tenait à cœur en fait de vous sensibiliser à tout ce qui est possibilité en ligne quant au recrutement. Vraiment, il y a vraiment des petites astuces pour être efficace. Et surtout pour nous en parler, on a la chance d'avoir Jean-Christophe avec nous, Jean-Christophe Pellerin, qui est chasseur de tête 3.0, voire 4.0, j'ai envie de dire. C'est difficile, c'est un homme difficile à décrire, à cerner. Tu es aussi formateur en web marketing, c'est important de le dire. J'en passe et des meilleurs. Donc je vous conseille d'accrocher votre ceinture parce qu'apparemment il nous a préparé une véritable masterclass. Donc je pense qu'on se couchera tous moins bêtes. Merci Jean-Christophe d'avoir accepté cette mission et du coup je te passe le flambeau, hein. Tu Merci vas nous beaucoup, faire rêver. Cécile. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'attendus sur ce webinaire. Avant tout, je suis très content de me retrouver ici avec tout un ensemble de spécialistes, de professionnels, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Du coup, un grand merci. Et puis, bienvenue aussi à vous qui nous regardez en replay. N'oubliez pas le like et la cloche. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc, globalement, la difficulté sur ce genre de format, c'est qu'on va avoir tendance, enfin, je vais avoir tendance à en faire beaucoup, parfois beaucoup trop, parfois à partir sur des termes ou sur des aspects qui sont très techniques. Pour revenir brièvement sur mon parcours, j'ai 10 années de marketing et de communication au compteur et depuis 4 ans, je suis donc effectivement chasseur de tête pour un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur les métiers du numérique qui s'appelle Tomorrow Jobs. Du coup, nous, on travaille principalement sur des profils dits en tension, principalement des profils tech, profils développeurs, de techniciens, de CTO, de lead dev, voilà. Et bon, un peu compliqué pour dire que voilà, c'est les ingénieurs, qu'ils sont difficilement trouvables, ils sont difficilement abordables. D'autres métiers, type web marketing, communication numérique ou même bizdev, dans principalement un contexte de tension sur le Grand Est. Donc ça, c'est notre cœur de métier, donc cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse de tête. Et aussi, du coup, on a développé depuis bientôt 2 ans nos formations sur tout ce qui est web marketing, communication, également ressources humaines. Comme je vous disais, c'est un sujet qui est aussi vaste et ma difficulté, ça a été de vraiment faire quelque chose à la fois d'abordable, de pratico-pratique, en sachant que voilà, on m'a dit bon une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai dit bon bah ce sera 1 heure alors. J'ai pas forcément timé, j'ai essayé de mettre pas mal d'éléments. Il y a des chiffres, pas trop. Il y a des exemples, pas trop. Il y a du vécu, pas trop, et surtout, il y a de la place pour toutes vos questions. Ça, c'est le plus important. Si j'ai la réponse, eh ben, je vous la donne. Si je ne l'ai pas, eh ben, je vous le dis aussi. Pas de langue de bois aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Je vais avoir un gros défaut, c'est que de temps en temps, je vais avoir tendance à pas vraiment avoir de filtre. Là, je vais faire attention parce qu'on est enregistré, donc voilà, je vais faire attention. Mais c'est surtout qu'au niveau de mon rythme, je sais que parfois je peux facilement m'emporter. Au début, je suis assez lent, mais après, j'ai tendance à accélérer. Donc, n'hésitez pas non plus à me faire un retour en direct pour me dire si le rythme vous correspond, si vous avez le temps de prendre des notes ou pas. Sachant qu'on va aborder pas mal de points différents, non seulement sur du digital, mais aussi sur de la marque employeur, sur certaines techniques, sur certaines approches. Si on n'a pas le temps de tout voir, n'hésitez pas évidemment
à me solliciter via LinkedIn, Jean-Christophe Pellerin. Je me ferai un plaisir évidemment de répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que c'est pas mal. On est bien d'accord que tout le monde m'entend, tout le monde me voit et qu'on va pouvoir commencer, Cécile? Exactement. Et au pire, je ferai un mail à tous les participants voilà, avec tes coordonnées s'ils veulent te recontacter comme ça. Ils n'ont aucune excuse. Voilà, pas d'excuses, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Avec en avant-première, un avant-propos, globalement pour revenir un peu sur un contexte, non pas le contexte du marché de l'emploi, mais globalement le contexte plus orienté sur la communication et sur notre capacité ou nos habitudes de consommation vis-à-vis de la communication. Je prends des exemples qui sont très simples et qui peuvent faire rire, mais au final, ce sont des applications et des services auxquels nous sommes confrontés, entre guillemets, ou en tout cas que nous utilisons tous les jours depuis très longtemps au quotidien et qui sont globalement dans nos poches à tout instant. On a de l'Instagram, des sites de rencontres, des réseaux sociaux, des sites de consommation de la culture avec du Spotify ou du Netflix. Quels sont les points communs de tous ces éléments et de ces différentes applications? C'est que la plupart de ces applications travaillent sur des algorithmes. De plus en plus, ce sont des applications qui sont dites communicantes, avec des technologies de prédiction derrière. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que ces technologies-là nous habituent aujourd'hui à consommer un contenu qui est adapté et personnalisé à nous seuls. Si je vais sur Instagram et que je vais suivre tel type de contenu, si je vais sur Facebook, que je vais regarder tel type de vidéo sur YouTube, j'aurai du contenu qui sera adapté à la musique que j'aime bien. Je m'habitue en tant que consommateur, en tant que particulier, à avoir un parcours personnalisé. De même, on a de l'information qui est obtenue rapidement, on a l'habitude d'avoir affaire à des services clients, à des services supports qui sont rapides, qui sont réactifs. On a l'habitude de recevoir de la publicité. Quand je lance mon YouTube, j'ai accès à de la publicité avant d'avoir accès à mon contenu gratuitement. Donc, j'accepte une certaine dose de publicité. Il y a aussi des applications qui mettent en avant tout ce qui est beau, tout ce qui apporte de la valeur, tout ce qui appelle du fun. J'ai l'habitude sur mon Instagram de voir de belles photos, des belles photos qui ne sont pas réalisées la plupart du temps par des photographes professionnels ou par des agences de communication, mais des photos qui sont réalisées par des Jean-Christophe, par des Cécile, par des Marie, du grand public, qui a juste besoin de sortir son téléphone, de faire une photo et de créer du contenu sur ce qui lui plaît. Donc j'ai cette habitude-là qui se façonne dans mon quotidien. Je passe évidemment des heures, hein, il suffit juste de regarder notre petite notification sur le téléphone pour dire combien de temps j'ai passé sur les applications. On voit qu'on peut dépasser 2 heures, 3 heures, 5 heures par semaine, en fonction de la génération évidemment. Je ne suis pas là pour parler de la démographie, mais on passe des heures dessus. Et surtout, on a de plus en plus un phénomène d'accélération de la prise de décision. Phénomène qui est accentué notamment par les sites de rencontres. Ce sont les propres chiffres, ce sont les chiffres d'une étude très sérieuse menée par le docteur Pellerin, Jean-Christophe, qui sort un chiffre phénoménal. Le plus de 80% de la population qui, je pense, a été à un moment ou un autre inscrite sur un site de rencontre, toutes catégories confondues. C'est un chiffre que j'annonce avec beaucoup de légèreté, mais au final, ce qui en ressort surtout, c'est que l'habitude que l'on prend aujourd'hui, c'est de dire oui ou de dire non sur une photo, sur une première impression. L'adage, la bonne impression, la première impression, c'est toujours la bonne. Et bien, sur un site de rencontre, c'est là que se concrétise cet adage-là, c'est-à-dire que je vois la photo de quelqu'un, je sais s'il me plaît, je sais s'il me plaît pas. Tout ça pour en arriver où? Tout ça pour en arriver à un point qui est assez crucial, c'est que nos habitudes de la consommation, de la communication dans notre sphère privée va impacter durablement nos attentes et nos comportements professionnels. Donc là, je resitue à nouveau le privé et le personnel dans le professionnel pour vous expliquer que au-delà du marché du travail, il y a un contexte vis-à-vis de notre manière et de notre façon de consommer la communication. Je vais pouvoir passer à la suite de cet avant-propos, sauf si vous souhaitez réagir à tout moment, n'hésitez pas à nous le dire. Si je vois une main levée, Cécile ne manquera pas de me couper la parole, ce sera de bon cœur.
Pour aller plus loin, du coup, dans ce qui nous rassemble ce soir, ce sera donc les chiffres de la marque employeur. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le quoi de la marque employeur, ce que c'est, à quoi ça sert et comment on fait pour l'optimiser. On a quelques chiffres qui sont assez importants. Je ne vais pas vous faire forcément de la lecture, mais grosso modo, l'impact de la marque employeur sur une entreprise, il est avant tout financier aussi. Ici, on a un chiffre qui a été sorti qui nous indique que on a une diminution du coût de l'embauche de 43% pour les entreprises qui ont une forte marque employeur. On a 70% de candidats qui accepteraient un salaire moindre s'il s'agit d'une image positive que dégage l'entreprise. On a clairement un tiers des candidats français qui refuseraient un poste dans une entreprise qui a une mauvaise image. On a un chiffre qui est aussi très important, c'est 83%, on est presque sur un 100% des embauches qui commencent par une recherche en ligne sur une entreprise. Donc là, il y a tout doucement une tendance et tout doucement un sujet de fond qui va se détacher. L'impact de l'image de l'entreprise dans l'engagement des professionnels, des candidats, mais des candidats oui, mais qui sont avant tout des professionnels et qui sont sensibles à l'image. Donc ça a son importance. On a évidemment quelques chiffres sur les jeunes qui estiment qu'il est qu'il est important d'être en phase avec la marque employeur. Et globalement, un 80% des candidats de moins de 35 ans qui se servent des réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi. Là que nous disent les chiffres, si on veut s'adresser aux jeunes, il y a deux choses qui sont importantes, notamment sur les moins de 35 ans, c'est se servir des réseaux sociaux pour communiquer et créer de l'annonce et créer de l'engouement et créer de la communauté et communiquer sur nos emplois. Et sur cette même cible des jeunes qui sont de plus en plus sensibles à la marque employeur des entreprises. Voilà à peu près les chiffres. J'ai fait un sondage parce que j'ai animé une formation sur les leviers digitaux de prospection pour les commerciaux il y a à peu près 2 mois auprès d'un groupe mutualiste. Et moi, j'ai tout simplement fait un petit sondage qui aujourd'hui a grimpé sur 250 participants ou 300. Globalement, ce qu'il faut retenir sur un panel, j'ai pas les âges précisément, j'ai pas ciblé du 20-40, j'ai pas ciblé du 20-60, j'ai fait tous les professionnels de mon réseau. Alors j'ai un peu de tout. J'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes, j'ai des ingénieurs, des commerciaux, des communicants, des profils market. La question est simple. Après ou avant un premier contact, est-ce que vous cherchez votre interlocuteur sur Google ou sur LinkedIn? Sur 50%, la réponse est oui. À chaque fois, c'est important. Donc, une personne sur 2 que vous rencontrez va vous chercher sur les réseaux sociaux. Le reste est décomposé sur souvent, on ne sait jamais, 25%, un quart, parfois par curiosité, pareil, 23%, un autre quart, jamais je n'y pense pas, jamais représente 4%. Donc au total, si je m'amusais, ce qui ne se fait pas, attention, à manipuler les chiffres, je dirais que c'est un quasi 100% qui va taper votre nom et votre prénom sur Internet, sur Google ou sur LinkedIn après une première rencontre. Au moins une sur 2. Derrière, quelle est la question? Globalement, c'est on m'a cherché sur Internet, ou on a cherché mon entreprise, mais là, il s'agit bien de la personne, de l'entité physique et morale, sur qui ou sur quoi je tombe une fois que j'ai tapé votre nom et votre prénom sur Internet. Ça, c'est aussi primordial. J'échange avec des dirigeants, j'échange avec des recruteurs, j'échange avec des professionnels. Dans le cadre d'une embauche, qu'est-ce que je vais trouver? Et ça, c'est un point clé, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle il faut faire attention. C'est aussi notre réputation, c'est aussi notre image de marque. Donc, avant de se lancer sur des techniques de comment faire pour récupérer plus de candidats, comment travailler les process et le reste, il va falloir réfléchir bien en amont de toutes ces questions-là.
Je passe à la suite. Globalement, pour revenir et pour filer, du coup, rester dans l'environnement LinkedIn, réseau social qui peut grandement nous servir. Nous, on s'en sert principalement dans le cadre de notre activité donc de recrutement et de chasse de tête. LinkedIn, aujourd'hui, on est sur du 6e mondial en France en termes de nombre d'utilisateurs, avec 22 millions d'utilisateurs. Globalement, c'est un réseau qui n'est pas boudé par les jeunes, avec un 25-34 ans qui représente 60% des utilisateurs, 80% qui ont moins de 35 ans, et globalement, on a 85% des décideurs B2B qui sont dessus. Les chiffres ne font qu'augmenter sur ces dernières années. Là, on a les chiffres en Q4 2021. Potentiellement, alors vous me direz, c'est pas là-dessus que je vais trouver tous les professionnels dont j'ai besoin pour staffer mes équipes, mais on en a de plus en plus. Je vois de plus en plus de mécaniciens qui sont dessus, je vois de plus en plus de bouchers qui sont dessus, je vois de plus en plus de coachs, de freelance, de techniciens, d'étudiants qui sont présents sur cette plateforme. La subtilité concernant LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas, et ça c'est le premier tips, c'est au final l'un des premiers tips que je peux vous donner. Il y a une problématique qui revient souvent, c'est la problématique du site internet. Problématique du site internet, c'est quoi? J'ai fait appel à une agence il y a 4 ans, 5 ans, 1 an, 10 ans. Mon site internet n'est plus à jour. Comment je fais pour le mettre à jour? J'ai les problématiques de référencement. Ok, ça c'est une chose. Sachez que votre page LinkedIn, votre profil LinkedIn, votre page entreprise LinkedIn est également référencée sur les moteurs de recherche Google. Donc, quand je cherche formateur en growth hacking Nancy ou formateur en web marketing sur Nancy, les premiers résultats de recherche sont évidemment les sites qui référencent nos formations, notre propre site internet, mais également nos profils LinkedIn. C'est-à-dire que quand je vais chercher un métier en particulier ou un professionnel en particulier, je vais tomber sur un profil LinkedIn. Coût de l'opération, le temps de bien configurer un profil LinkedIn, de bien remplir les différents champs et de ne pas penser que LinkedIn, c'est uniquement un CV en ligne. Deuxième chose, quand je vais chercher mon nom et mon prénom, ou le nom et le prénom de mon interlocuteur, l'un des premiers résultats de recherche que j'aurai sur la plateforme Google, c'est le profil LinkedIn. Donc là, on a une première piste pour ceux et celles qui ont des problématiques de site internet, qui ont des problématiques d'agence, qui ont des problématiques de prestataires. Aujourd'hui, on peut, entre guillemets, contrer ces problématiques-là, ou au moins proposer une alternative qui ne vous empêche absolument pas d'avoir un site internet, mais qui peut, en attendant, vous permettre de vous positionner sur des offres, de vous positionner sur votre entreprise, de vous positionner sur vos problématiques. Ça, c'est une première petite astuce qui peut être intéressante. Tant que je n'ai pas de commentaires, je continue, je file. État des lieux. Alors, là, c'est le moment où je tire sur l'ambulance, mais ne vous inquiétez pas, je me suis tiré pas mal de balles dans le pied, moi aussi. J'ai fait un petit check de ce que j'ai pu voir globalement ces derniers temps sur l'emploi et sur les offres d'emploi notamment. Ce qui revient la plupart du temps sur le constat, c'est que je vous fais la liste, on n'a pas de mail de contact, on a une communication qui est opaque, on n'a pas de rémunération affichée, on n'a pas de contexte sur le poste, création, reprise, ouverture, est-ce que c'est dans une optique de développement, est-ce que c'est pour renforcer l'activité? On n'a pas d'avis Google, pas d'avis Glassdoor, donc il y a des sites qui permettent de collecter des avis sur l'entreprise en tant qu'employé. Il y a ce site qui s'appelle Glassdoor qui peut parfois réserver de sacrées surprises, voilà. Mais on a aussi les avis Google. Je suis potentiellement candidat auprès de telle entreprise pour tel poste. Je vais voir les avis Google de cette entreprise. Où est le constat? Mon constat, c'est que l'entreprise ne répond pas aux avis négatifs que peuvent exprimer des clients sur Google. Clients qui peuvent parfois être des concurrents qui veulent un peu vous mettre des bâtons dans les roues, certes. Mais il y a souvent des entreprises qui ne répondent pas aux avis négatifs ou alors pas d'avis du tout. Quid de l'activité de cette entreprise? Donc là, les avis Google vont avoir un double enjeu. Un enjeu marketing, donc là c'est plus le communicant qui parle, et un enjeu recrutement sur l'impact voilà, qu'on peut avoir sur des candidats potentiels.
Autre problématique, on ne va pas avoir de page recrutement sur un site internet, on ne va pas avoir de visibilité sur les postes ouverts, on va avoir des fautes d'orthographe. Bon, moi aussi j'en fais, et ça se trouve, il y a encore des coquilles dans ce support. Mais là, en l'occurrence, je ne suis pas en train de faire du recrutement, mais même si c'est aussi sérieux. Pas de mention homme-femme sur les annonces. Donc, parfois, on ne prête pas non plus attention aux mentions qui sont des mentions légales, de bien préciser que c'est un poste ouvert aux femmes et aux hommes et aux femmes. Donc, il y a des mentions légales quand même qui sont à retenir sur les offres d'emploi ou les annonces. J'ai même vu des choses assez étranges sur les réseaux sociaux. J'ai vu des professionnels qui communiquaient sur des postes ouverts chez eux, des candidats potentiels qui répondaient « je suis intéressé » et pas de message en commentaire pour dire au candidat, à la personne qui était intéressée, bon bah pas de souci Julien, on en discute par message, envoyez un mail. Donc là on est dans une problématique où on a potentiellement des candidats, des professionnels qui pourraient être intéressés par un poste et qui ne reçoivent pas de réponse publique à leur signe d'intérêt. Euh, pour moi, c'est une problématique. Pas de localisation sur le poste. Et j'ai même vu plus loin, pour revenir sur les commentaires, des commentaires qui étaient clairement désactivés sous les posts, notamment sur LinkedIn ou sur Facebook, je ne sais plus. J'ai vu des professionnels qui mettaient des offres d'emploi et qui bloquaient les commentaires. Donc, on a un état des lieux qui peut nous permettre de voir qu'il y a des problématiques de nature différente. Il y a un véritable enjeu là-dessus de rationalisation et de repartir sur des bonnes bases. Pour info, si vous avez des mauvaises pratiques à nous signaler, n'hésitez pas à nous les communiquer dans le chat. Il y a un chat? Je ne sais pas s'il y a un chat, mais n'hésitez pas n'hésitez pas à le mettre dans le chat, sachant qu'il y a un autre enjeu à prendre en compte, c'est et si moi j'étais candidat au sein de ma propre entreprise, qu'est-ce que je vivrais comme expérience globalement? Quel serait mon ressenti? Alors c'est difficile parce que nous on le voit bien, on travaille avec, on a chez nous sur notre cabinet, on a 70-80 postes ouverts sur tout type de structure. Le pendant et la réalité derrière tout ça, en tout cas notre approche, elle se fait surtout sur, on remarque que voilà, le recrutement, il y a beaucoup de monde qui sont concernés, beaucoup de personnes qui sont concernées par le recrutement. Des dirigeants, des dirigeantes, chefs d'entreprise, des responsables marketing qui s'occupent du recrutement, des RH purs et durs. Parfois, on demande, alors je le dis en toute bienveillance, je le dis avec beaucoup d'affection, parfois ce sont des stagiaires ou des alternants qui sont chargés de récupérer les candidatures, de les réceptionner, de répondre. Parfois, on a un peu du mal à recentraliser tout ça, à prendre le temps, à poser les choses et à clarifier un processus de recrutement. Tout comme il peut y avoir une stratégie de communication, il y a aussi une stratégie de recrutement. On en arrive à la marque employeur. Avant d'aller dans le vif du sujet, dans le cœur et dans le digital à proprement parler, on arrive sur une problématique, on va dire un mot tiroir qui revient beaucoup en ce moment, c'est la marque employeur. Et la marque employeur, globalement, c'est l'image qu'on souhaite donner à ses employés ou à ses futurs candidats. Au même titre qu'il y a l'image de marque, d'un point de vue communication et marketing, il y a la marque employeur qui regroupe tous les efforts qui peuvent être marketing, communication, processus, culture, valeur, tout ce qui peut être mis en avant pour mettre en place 3 piliers principaux dans notre stratégie RH, c'est attirer, recruter, impliquer. Aujourd'hui, il y a des problématiques sur je n'ai pas assez de candidatures. Mais en même temps, il y a une autre problématique de je reçois des candidatures, mais j'ai du mal à recruter parce que je ne reçois pas les bonnes candidatures. Mais les CV que je reçois ne sont pas qualifiés. Et après, nous, ce qu'on voit aussi sur pas mal de nos postes ouverts, c'est qu'il y a aussi des candidats qui n'ont pas qu'un seul processus en cours. Ils peuvent en avoir 2, 3, 4, 5. Ils peuvent jouer la montre. Ils peuvent aussi se servir des processus de recrutement pour augmenter leurs prétentions salariales. Ils peuvent décrocher à tout moment. Bref, ça peut être aussi en interne. On a aussi des problématiques de formation, on a des problématiques de garder en interne les compétences.
Ici, la marque employeur doit nous rappeler qu'il faut travailler sur ces 3 piliers fondamentaux. Avant tout, il y a la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, il faut qu'elle transparaisse, il faut qu'elle se sente, il faut qu'elle se communique, il faut qu'elle se travaille même en groupe, parce que de toute façon, la culture de l'entreprise, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est l'histoire de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les comportements adoptés, les rituels. Ça peut être aussi, sur la culture d'entreprise, la culture de la communication, la culture en interne. Est-ce qu'on prend soin des clients? Est-ce qu'on prend soin des prestataires? Est-ce qu'on a un langage en particulier? Tout ça, ça à prendre en compte. Et tout ça, ça peut être intéressant un jour de se poser, de prendre un tableau et d'écrire culture de notre entreprise et de commencer à détailler et de mettre dedans tout ce que l'on pense être comme faisant partie de notre culture. Encore une fois, nos process de recrutement, ça fait partie de notre culture. Nos process de montée en compétences, nos plans de développement des compétences, ça fait partie de notre culture. Notre implantation, nos partenaires, notre façon de venir habiller au travail, les codes, tout ça, ça fait partie de notre culture. S'arrêter un moment pour l'écrire, c'est la meilleure façon, peut-être, de pouvoir communiquer dessus. Et à un moment ou un autre, comme on l'a vu précédemment au niveau des chiffres, les candidats seront plus réceptifs à une entreprise avec laquelle ils partagent des valeurs et une culture que l'autre qui ne va pas du tout communiquer dessus et ne pas la revendiquer. La culture de l'entreprise, c'est une chose, ce qui va nous permettre d'arriver à un autre point, le misfit culturel. Alors, il y aura très peu d'anglicisme sur cet échange que nous avons. Le misfit culturel, globalement, c'est quoi? C'est nous avons une culture, notre candidat a une autre culture, les deux ne sont pas compatibles. Clairement, il y a aussi quelque chose qui est à faire au cours du processus de recrutement. Une fois que nous avons compris nos valeurs, c'est essayer de comprendre les valeurs du candidat que l'on a en face. Il y a les compétences, il y a le parcours, il y a aussi les valeurs. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le misfit culturel, en fait, l'incompatibilité culturelle se remarque au cours de la période d'essai, la plupart du temps. Exemple type, j'ai en interne une culture managériale qui est très paternaliste, très directive, très descendante. En face de moi, eh ben, en fait, j'ai un candidat, un professionnel qui est plus dans une culture, on va dire, collégiale et de management collectif. Eh ben là, forcément, c'est pas compatible. Comment est-ce que j'aurais pu l'anticiper? Ben, ne pas oublier que ce management, ce type de management-là fait partie de ma culture. Donc, je communique dessus. Donc, je peux dire aussi, dans mes critères de recherche, dans mon annonce ou en cours de process, voilà quel est notre type de management. Vous, qu'est-ce qui vous correspond? Quelles ont été vos habitudes? Donc, travailler sur sa culture nous pousse aussi à travailler sur notre manière de mener et de conduire les entretiens. Alors, ce ne sera pas un webinaire 100% comment se déroule un entretien, on n'est pas là pour ça, mais globalement, c'est un point qui est important parce que c'est surtout un point qui peut amener des professionnels dans des situations qui sont très difficiles, de souffrance, de soucis d'intégration, de manque d'implication. Et l'habitude que l'on va avoir, en tout cas ce que l'on voit souvent, c'est face à un manque d'application, on va se dire, bon, bah, un tel, il est un peu feignasse, un tel, il fait pas le travail correctement. Au final, c'est pas forcément un manque de compétences, c'est pas forcément du fait du candidat, ça peut être aussi du fait de l'entreprise. Et le mieux, à un moment ou à un autre, c'est d'en parler et de prévenir en amont ce genre de problématique. Sur la marque employeur, qui est, on va dire, un concept, 3 piliers, attirer, recruter, fidéliser. On parle de culture, on parle de désaccord culturel. Faut pas oublier que c'est un concept qui peut être aussi mesuré. C'est quelque chose qui peut être quantifié. On a des marqueurs en interne ou en externe pour évaluer l'impact, la force, la pertinence de sa marque employeur. On a notamment le nombre de candidatures que l'on reçoit, le nombre de candidatures spontanées. Première chose. Sur le nombre de candidatures spontanées, combien de candidatures spontanées est-ce qu'on va recevoir avec une lettre de motivation personnalisée?
autre chose. Sur le nombre de candidatures spontanées que l'on reçoit, combien sont des candidatures qui sont pertinentes sur nos valeurs et sur les postes que l'on a ou pas ouverts. On a évidemment le taux de turnover que l'on peut constater d'une année à l'autre qui va ou pas se réduire. On a les évolutions en interne, montée en compétences, plan de formation. Plan de formation, ça aussi, ça rentre dans les valeurs de l'entreprise. La mobilité, la rétention, notre capacité à retenir nos salariés, nos collaborateurs. Et en externe, on va avoir une dimension plus ouverte sur la réputation. Les avis que l'on va avoir sur Google, les avis que l'on va avoir sur les réseaux sociaux, les avis que l'on va avoir sur des sites spécialisés type Glassdoor, ce qu'on peut dire ou pas de nous sur les réseaux sociaux, l'engagement que l'on a sur nos publications lorsque l'on va publier sur les réseaux sociaux et globalement la participation aux événements. Bref, il y a différents marqueurs que l'on peut trouver. C'est aussi important dans on va dire dans une optique de stratégie, de développement de la marque employeur, de noter ces marqueurs-là et de constater, d'étudier leur évolution. Voilà. C'est comme en marketing, c'est comme en comptabilité, on a des marqueurs, on fait du monitoring, on fait du reporting. Là aussi, on a quelque chose à faire, tout peut être chiffré également dans la marque employeur. On a plusieurs leviers pour booster la marque employeur. Alors, ça fait très to-do list. Je ne vais pas forcément tout détailler, mais c'est pour que vous ayez un petit panel aussi de ce qui peut être concrètement impliqué derrière la notion de marque employeur. On a parlé de la valeur, on a parlé de votre ADN, de votre culture. On parle, alors là c'est un gros mot, vous m'excuserez, c'est un gros mot, inbound recruiting. On va dire que c'est un mix entre inbound marketing et recruiting tout simplement. Grosso modo, c'est quoi en très simplement? C'est créer du contenu à destination de vos futurs candidats, du contenu pour mettre en avant votre entreprise, mettre en avant votre savoir-faire, mettre en avant vos équipes, mettre en avant vos clients, montrer comment ça se passe à l'intérieur, montrer, j'ai pas le chiffre en tête, mais globalement, si vous regardez ce que font des grosses enseignes, je suis désolé de vous parler des grosses enseignes, mais ce sont de bons exemples, on reviendra sur les plus petits, je vous parlerai de Au Bon Pain, super boulanger dans les coins de Pont-à-Mousson et de Nancy. Au Bon Pain, ils ont un compte Instagram sur lesquels ils mettent régulièrement des photos, des vidéos sur comment ça se passe en interne, comment est fabriqué le pain, des petites vidéos un petit peu rigolotes. Eux, ils ont tout compris parce que, 1, ils développent leur clientèle, 2, j'ai envie d'aller travailler chez eux, 3, si j'étais boulanger, j'enverrais directement ma candidature. Voilà. Et j'ai un canal de discussion privilégié avec la marque Au Bon Pain. Ils sont boulangers, quoi, de base. Donc, big up Au Bon Pain. Si je prends un autre exemple sur Decathlon, sur Sephora, sur des marques plus grand public, quelle est leur stratégie? Ils ont une partie qui est commerciale, la marque Decathlon, et ils ont une partie qui est orientée marque employeur. Il me semble que c'est Decathlon recrutement ou Decathlon carrière ou Decathlon talent. Eux, ils ont carrément dissocié la marque commerciale et la marque employeur. Et aujourd'hui, ils ont un compte Instagram spécial pour les collaborateurs, spécial pour les process de recrutement, spécial pour les postes ouverts, et tout se passe via leur compte Instagram et via leur site carrière. Évidemment, ça prend du temps, évidemment, ça demande un minimum de compétences, évidemment, ça demande de la rigueur, mais globalement, c'est quelque chose que l'on peut faire. Donc là, je crée du contenu à destination de mes futurs salariés, non seulement sur la vie en entreprise, mais aussi sur nos savoir-faire. C'est ça qui nous intéresse. Autre levier pour booster sa marque employeur, on reviendra dessus un petit peu plus tard, fiche de poste et annonce. Deux choses différentes. Les événements que l'on peut créer en interne. Bon, alors, d'après les annonces du gouvernement assez récentes, on nous a dit attention, mettez la hola sur les événements, les pôles, les moments de convivialité en interne. Mais bon, une fois que tout ça sera terminé, on pourra s'y remettre et on pourra s'y remettre joyeusement. Mais ça fait partie de la culture. On a les plans d'évolution, la formation, la mise en avant des collaborateurs, ce qu'on appelle les New Way of Work. C'est un anglicisme encore, il y en aura
plus trop après ça, j'espère, je me souviens plus de ce que j'ai écrit, mais globalement, c'est ce qu'on va mettre au sein de l'entreprise pour favoriser la digitalisation des postes de travail, favoriser la mobilité des postes de travail, favoriser l'ergonomie des postes de travail, favoriser l'écoute sur son poste de travail. Globalement, c'est orienté expérience salariée, expérience travailleur, expérience qu'est-ce qu'on va faire pour que tu te sentes bien, en gros. Communication interne et externe, les sites carrières, les SIRH. Les SIRH, ce sont les systèmes d'information aux ressources humaines. Autre point très important, ce qui se voit assez souvent en entreprise, c'est des gestions des recrutements qui sont un peu gérées on va dire de manière allez, je vais lâcher le mot, je vais dire qu'ils sont gérés de manière tout à fait chaotique. Voilà, c'est dit, avec un Excel qui est rempli, qui est envoyé au manager, qui va remplir l'Excel, qui va nous renvoyer l'Excel, qu'on va envoyer à l'opérationnel, qui va jeter un œil dessus, qui va le renvoyer aux dirigeants, et ainsi de suite. Donc un fichier Excel qui tourne dans tous les sens. Aujourd'hui, on a des outils qui sont plus légers, plus simples. On a des outils comme Google Sheet, qui est un Excel, mais en collaboratif, c'est gratuit. On a des outils comme Trello, Trello, qui permettent de créer des tableaux dynamiques et des cartes que l'on peut déplacer à travers ces différentes colonnes pour créer des processus de recrutement et créer des parcours recrutement. Ça fait tout autant de leviers qui vont surtout nous permettre de travailler sur l'expérience candidat, l'expérience collaborateur. De façon gratuite. De façon gratuite. Trello et Google Sheet. Tout à fait. Ça, clairement. Et ce qui est en plus d'autant plus gratuit, c'est le nerf de la guerre. Au-delà des outils, au-delà de tout ça, et là je prends un petit peu d'avance sur la fin, le plus important, c'est de mettre en place des process et de mettre en place des indicateurs. Je prends un exemple tout simple. J'ai reçu des candidatures. Moi, en tant que candidat, mon enjeu, c'est de savoir au bout de combien de temps ma candidature elle est traitée. Le processus de recrutement, il va durer combien de temps? Dans combien de temps j'aurai des réponses? Dans combien de temps est-ce qu'on va me tenir informé? Je vois des candidats sur des marchés en tension qui travaillent, qui sont envoyés sur des process dans des entreprises. Les entreprises sont en peine de profils qualifiés. Ces mêmes entreprises qui font appel à des cabinets de recrutement mettent en attente des candidats sans leur donner de nouvelles pendant 1 mois. C'est normal que le candidat il aille voir ailleurs, clairement, parce que pendant 1 mois, il n'a pas de nouvelles, et en plus, il n'ose pas trop relancer parce qu'il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Donc je vous ferai pas part de toutes mes, voilà, de ce que je pense très honnêtement, parce qu'il est déjà 17h40, le temps file et on avance. Il faut bien distinguer marque employeur et image employeur. Là, c'est très simple, c'est quelle est l'image que l'on veut transmettre et quelle est l'image qui est perçue. Ce qui se passe souvent, c'est une entreprise qui va dire ben, nous, on va prôner l'humain et l'égalité, et puis quand on va aller voir sur Glassdoor, on parle de problèmes de sexisme, des problèmes de racisme et des galères en interne. Donc, il faut bien dissocier les deux et essayer régulièrement d'être en veille sur ce qui se dit sur nous, parce que c'est à ce moment-là qu'il va falloir agir. Différence entre les deux, c'était juste à titre informatif. Donc, bonne nouvelle, vous ne partez pas de zéro. Grosso modo, ce qu'il faut se poser comme question, c'est aujourd'hui, quelle est l'image? Bon, il y a plein de questions à se poser, mais on peut déjà partir sur 3 questions. Quelle est l'image de notre entreprise sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on a communiqué? Est-ce qu'on communique bien? Est-ce qu'il y a un retour? Ou est-ce que c'est que nos amis qui viennent liker nos publications? Qu'en disent nos collaborateurs? Savoir, ben tiens, quand je vais publier, moi, au nom de l'entreprise, est-ce que mes salariés ils vont liker ce que je dis? Est-ce qu'il y a un engagement, ne serait-ce que du côté de mes salariés? Ça, c'est une autre indication. Et est-ce que cette image-là, elle est très attractive pour d'éventuels candidats? Ça, c'est une véritable question. Et globalement, il n'y a que vous qui avez les réponses. Mais il faut bien aussi faire la part des choses. Je tiens à vous mettre en garde vis-à-vis d'un autre enjeu qui est assez crucial. C'est que les réseaux sociaux, quand on s'en sert en tant que professionnel, on s'en sert pas on s'en sert pas toujours pour se faire plaisir à nous. Ce que je veux dire par là,
C'est que on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à une cible, on s'adresse à des futurs professionnels, on s'adresse à des futurs candidats. C'est super. Je ne pense pas que ces candidats-là soient tout à fait réceptifs à notre flopée de publications qu'on va partager au quotidien sur des, je sais pas, je vais prendre un exemple sur les voitures de course. Alors, je ne dis pas qu'il faut définitivement créer un mur entre notre privé et notre pro, mais de là à ne se concentrer que sur quelque chose qui nous fait plaisir à nous. Je prends des voitures de course, mais ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est bien de communiquer sur ses valeurs, c'est bien de communiquer sur ses centres d'intérêt, mais il faut donner aux candidats aussi un peu de contenu destiné pour lui. Globalement. Attention sur les réseaux sociaux, quand on s'en sert au nom de notre entreprise ou quand on s'en sert quand on est freelance, quand on est à son compte, attention à ce qu'on dit. Souvent, ça reste gravé assez longtemps sur Internet, donc il faut faire attention à ça. Donc, on ne communique pas que pour se faire plaisir à nous, et on ne communique pas aussi sous le coup de l'émotion. Je mets un petit warning là-dessus. C'est pas forcément encore acquis dans les habitudes des uns et des autres, parce que sous couvert d'anonymat ou sous couvert de distance ou sous couvert de j'ai passé une très mauvaise journée, il y en a un qui m'a un petit peu allumé sur Internet, donc je vais lui en mettre plein la gueule. Ça, je l'ai déjà vu. Des retours de dirigeants qui allumaient des gens sur les réseaux sociaux ou sur des avis Google, alors qu'au final, il suffisait juste de souffler un petit peu et voilà, de poser les choses. Souvent, c'est la meilleure solution de respirer un coup avant de, même si ça nous emmerde, hein, même si ça nous touche profondément parce que l'année s'est mal passée ou parce que j'ai des galères, il faut prendre le temps de respirer parce qu'après ça reste gravé et c'est difficile à supprimer. Un rapide passage sur un concept, encore un concept, vous me direz, mais on va dire que ce sera plus un outil, dans ces campagnes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en marketing, en commercial, en communication, que l'on peut reprendre sur les RH. Ici, c'est le concept de persona. La persona, c'est quoi globalement? C'est ni plus ni moins que notre cœur de cible. C'est une fiche détaillée de nom. Alors, le nom, c'est une persona, c'est mon cœur de cible. Je lui donne un nom, je lui donne un prénom, je lui donne un parcours, je lui donne un diplôme, je lui donne un niveau d'études, je lui donne des aspirations, des objectifs, des comportements. Et je façonne entre guillemets, mon candidat idéal, je façonne mon collaborateur idéal, avec aussi une marge que je peux me laisser à la surprise. Le but du jeu, c'est aussi d'être surpris sur un processus de recrutement, de ne pas me fermer de porte sur des profils auxquels je ne m'attendais pas. Ça, c'est une chose importante, mais disons que dans une optique de stratégie, de construction, de communication, qui s'est un jour véritablement posé et a écrit, tiens, mon candidat un tel, c'est lui, parce qu'il a eu tel parcours, parce qu'il est passé par là. Ok, je ne veux pas qu'il... Là, dans mon personnage, je ne veux pas simplement répondre à mes objectifs d'entreprise. Je veux aussi trouver des valeurs, je veux aussi trouver un comportement, je veux aussi trouver quelqu'un et dire, tiens, sa capacité à faire face à la difficulté, c'est ça. C'est quelqu'un qui va rebondir de telle façon, c'est quelqu'un qui va aimer telle ou telle chose. Je pars d'ici parce que, évidemment, si je mets un 25-35 ans et un 40-50 ans, côte à côte, je n'aurai de base absolument pas le même canal de communication. Je n'aurai absolument pas la même tonalité dans mon message. Je n'aurai absolument pas les mêmes attentes. Si je veux m'adresser à quelqu'un de plus jeune, je pourrais parler de début de carrière, on va renforcer tes compétences, on va te prendre comme t'es, on va te faire grandir, on va te donner une chance, on va te faire grimper en responsabilité. Voilà, ça c'est un attendu.
Si je m'adresse à du 40-50, bah, je vais te parler de plus de stabilité, je vais te parler alors là, j'imagine, parce que j'ai pas encore dépassé les 40 ans, même si on a déjà dit que je ressemblais à un papa il y a pas longtemps, j'ai pas encore passé l'âge, donc je connais un petit peu moins, mais là, on n'aura pas le même discours, on va parler de plan de carrière, on va parler de suite, on va parler d'avenir, on va parler de deux choses radicalement différentes. Ça, c'est important, parce que à prendre en compte, on reviendra sur quelques exemples, mais aujourd'hui, si je veux recruter un jeune qui sort d'études, je vais pas faire une fiche ou une annonce qui s'adresse à tout le monde. Pas du tout. Il faut cibler. Et Oui, excusez-moi. Et je vous en prie. concernant une personne qui est en réorientation professionnelle, Quelqu'un qui est en réorientation professionnelle, donc ce que vous voulez dire par là, c'est si vous cherchez quelqu'un qui est en réorientation professionnelle, c'est ça? oui, tout à fait. Très bien. Une personne qui a un passé et beaucoup d'expérience dans certains domaines Oui, et qui souhaite en fait se réorienter professionnellement vers un domaine bien spécifique qui lui d'accord. corresponde. Eh bien, ça, c'est une très très bonne question parce que c'est quelque chose qui vient de plus en plus. Euh, Là, alors, je m'y connais un petit peu moins, mais est-ce que le discours, ça serait pas de dire, en gros, votre parcours, il est formidable. Voilà tout ce que vous pourriez nous apporter. Nous, on cherche des personnes en reconversion parce que justement, il y a des connaissances clients, il y a des connaissances process, il y a du vécu derrière. Et nous, ce qu'on peut vous apporter, bah déjà, c'est notre confiance. Oui, Quand on est en reconversion, on sort quand même d'une phase de réflexion intense, on sort d'une phase de doute intense, on sort aussi de difficultés, parce que les reconversions ne sont pas toutes le fruit d'une pomme qui nous tombe sur la tête et d'un jour où tout va bien, et tiens, j'ai fait un rêve quand j'avais 15 balais et c'est le moment de le réaliser. Parfois, c'est aussi des personnes qui ont souffert et qui sont restées en quelque sorte enfermées et qui aujourd'hui chercheraient plus de liberté, plus de développement personnel, sans être jugé. Donc il y a oui, cette compréhension-là aussi peut-être de l'affect de la personne qui pourrait être intéressante à prendre en compte. Je ne sais pas si oui, c'est tout à fait cohérent comme réponse, mais je le vois comme tout à ça. Hein, fait. c'est quelque chose qui aussi, on peut mettre de l'empathie. Je pense qu'on ne met pas suffisamment d'empathie dans le recrutement, on ne met pas suffisamment d'écoute dans le recrutement, on ne met pas suffisamment de bienveillance. Alors c'est des mots que tout le monde prononce, mais qui sait les Oui, mettre en œuvre aujourd'hui? Là, en l'occurrence, j'ai le sentiment que vous vous adressez à des personnes qui ont un passé, des oui. personnes qui ont souffert. Aujourd'hui, elles ont besoin d'écoute, elles ont besoin de confiance et elles ont besoin qu'on les rassure et qu'on leur dise, bon, voilà comment ça va se passer le process. D'abord, on va échanger par téléphone, on va parler de votre projet, on va vous écouter et on va valider étape par étape aussi pour être sûr que vous fassiez le bon choix et on va vous Oui. accompagner. Il y a ça qui est mis en place pour la formation. Il y a telle personne qui sera près de vous et peut-être que c'est une bonne solution pour des profils un peu en reconversion. Et puis ça peut apporter un plus dans une équipe beaucoup plus jeune. L'expérience d'une personne, comment dire, je vais mettre le mot, une personne, en fait, quelqu'un qui a un certain charisme, qui a de l'expérience, intégrer une équipe beaucoup plus jeune, ça peut faire un mix qui permet énormément d'avancer. Oui, complètement. Sur aussi un autre point, Oui, qui est aussi comment dire, l'accompagnement. Il y a aussi quelque chose à prendre en oui, compte. On parle de l'accompagnement de la oui, personne qui arrive et qui est peut-être plus ancienne, enfin, en tout cas plus expérimentée. oui, Il y a aussi tout le travail qui peut être fait du côté des équipes. oui, Parce que ça veut dire que du jour au lendemain, quelle sera la capacité d'intégration de l'équipe vis-à-vis de oui, quelqu'un qui sera plus âgé, avec plus d'habitude, avec parfois aussi plus de méfiance ou plus de rancœur, dans une équipe qui a déjà ses habitudes. Je vais toujours chercher le l'extrême. pire, hein, ouais, Oui, toujours. Mais bon, c'est en cas de coup dur, ça peut toujours servir. oui, oui. Merci. Oh bah, merci beaucoup à vous, c'était une question qui était pour le coup très intéressante. Bah, Euh, merci. Ce qui est important sur nos problématiques de recrutement qui peuvent aussi se rapprocher des problématiques de communication. On a un gros souci là, on va parler sérieux 2 minutes, on a un problème de rationalisation des points d'entrée.
Globalement, ici, 5 questions. À quelle adresse sont collectées les candidatures? Est-ce qu'on a une adresse qui est réservée au recrutement? Qui se charge de traiter les candidatures? Y a-t-il un retour sur 48 heures? Et peut-on savoir rapidement si un candidat a déjà postulé? On va dire que ça, c'est la base de base. À quelle adresse sont collectées les candidatures? Alors, j'ai diffusé mes annonces sur l'APEC, sur Indeed, sur Pôle emploi, sans compter les autres job boards ou sites spécialisés de recrutement qui vont récupérer. Nous, ça nous arrive. On a 80 postes ouverts, on fait Indeed et APEC et notre site internet. On voit qu'il y a des sites, d'autres sites comme Météo Job, S-Job, Jobijoba, qui, sans nous demander quoi que ce soit, vont récupérer nos annonces et vont les publier sur leur site. La question, c'est qui va recevoir les adresses, qui va recevoir les candidatures et à quelle adresse. Il peut tous produire. Imaginons, il y a quelqu'un qui chez vous s'occupe de collecter les candidatures, cette personne tombe malade, ou cette personne est absente, ou cette personne a un petit souci et globalement, on n'a pas accès à son adresse mail, ou on ne pense pas regarder son adresse mail. Qui va gérer les candidatures? C'est l'adresse contact@monnomdedomaine.fr. Qui s'en occupe? Est-ce que c'est le dirigeant, la dirigeante? Est-ce que c'est le responsable du recrutement? Ça, c'est une vraie question. Et derrière, il faut toujours qu'il y ait un backup et quelqu'un qui soit en fait le pare-feu ou qui soit capable de prendre le relais sur les candidatures. Ça, c'est une chose. Rationaliser les points d'entrée. Pareil sur les offres d'emploi, la plupart du temps, je ne vois pas, tiens, envoyez votre candidature à un tel. Ouais, mais bon, je reçois que des candidatures, on me dit bonjour madame, bonjour monsieur. Or, dans mon mail, c'est marqué jean-christophe@tomorrowjobs.fr. Ok, bon, là, je me plains. Mais globalement, dans les annonces, où est-ce que vous avez écrit envoyez votre candidature à l'attention de monsieur un tel, chargé de, ou directeur de, ou madame un tel, directrice ou chargée de. Il vaut mieux le préciser, indiquer l'adresse pour que ça soit plus simple pour les candidats aussi. Donc, est-ce qu'on a une adresse réservée au recrutement qui se charge de traiter les candidatures? Est-ce qu'il aura une réponse? Est-ce qu'on est en capacité de répondre sous 48 heures? Ça va être important aussi. Ça, c'est déjà la marque employeur. J'ai envoyé une candidature, envoyez-moi une réponse, nom de Dieu, s'il vous plaît. Alors, comment faire? Sous 48 heures, peut-être que j'exagère un peu, mais il y a des solutions qui sont très simples. Je prends l'exemple de Gmail. Gmail, c'est gratuit, Gmail, vous pouvez, ou d'autres, Exchange, Outlook, ou ce que vous voulez, vous pouvez configurer des modèles. C'est-à-dire, je reçois une candidature, je vous fais le process un peu simplifié, je reçois une candidature, je prends le nom, le prénom, l'adresse mail, je la mets dans ma base de données, mon Google Sheet ou mon Excel. Je fais ça, je vais sur mon Google, j'ai créé un modèle de retour de candidature, j'ai juste à cliquer sur le modèle correspondant, je mets juste le nom, le prénom, j'envoie, traité sous 48 heures, c'est réglé, votre candidature, on l'a bien reçue, merci beaucoup. Si vous n'avez pas de nouvelles de nous d'ici 48 heures, soit vous nous relancez, parce qu'en ce moment c'est un petit peu chaud, soit vous nous appelez à ce numéro-là. Je fais le tri entre ceux qui relancent, ceux qui rappellent, et au moins je préviens. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. En tout cas, il faut que ça soit processé. Parce que qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, les chiffres, je ne les ai plus en tête de manière précise, mais c'est 60-80% des candidats qui n'ont pas de retour sur leur candidature. Je ne reviendrai pas sur les candidatures, sur ce qui est mis en place et sur cet énorme cercle vicieux qui pourrit la vie des candidats, qui pourrit la vie des recruteurs, qui fait qu'aujourd'hui, on peut postuler en un clic. Je clique sur mon bouton, ça ouvre la candidature. Aujourd'hui, je reçois des candidatures de la même personne depuis 3 sites différents. Bon, ça surcharge un peu nos boîtes mail. OK. Mais globalement, ce n'est pas que de la faute du candidat. Il faut que j'anticipe. Voilà. Dans un monde idéal. On n'oublie pas une chose, toujours pour filer dans la communication, l'identité comme fil rouge. On parle d'identité, les choix sémantiques, picturaux, chromatiques, tout ça pour dire que il faut qu'on sente qu'une annonce chez vous, c'est pas une annonce chez le concurrent, qu'une annonce depuis votre site internet, votre site carrière, vos réseaux sociaux et les sites d'emploi, ce soit la même. Alors, je ne peux pas mettre d'image sur les sites d'annonces, je ne peux pas mettre d'image partout, je ne peux pas mettre de couleurs, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Eh bien, soyons créatifs. Essayons d'être originaux, essayons de trouver des solutions. Ça peut être une phrase d'accroche. 20 mots écrits en majuscules qui forment l'introduction de toutes nos annonces.
tout support confondu, une manière de présenter notre offre, une manière de présenter notre entreprise, une manière d'interpeller, une manière d'écrire. Ça fait partie de notre identité visuelle. Oui, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça servira rapidement à un candidat de se souvenir où il a postulé et de garder un souvenir de vous et de se dire, ah, tiens, pour une fois, il y a quand même une annonce qui se démarque du lot et je vais plutôt aller là-bas. C'est un petit levier supplémentaire. C'est pas la solution miracle, mais plein de petits leviers qu'on active au fur et à mesure. Il n'y a pas qu'un seul bouton pour faire démarrer un hélicoptère. Voilà, j'ai trouvé une image qui pourrait pas mal correspondre. On arrive à un point, comme on parle d'annonce, comme on parle de communication, il y a deux choses, deux options, trois options qui peuvent intervenir. Alors là, ici, on a mis plein de mots un peu sorciers. Inbound recruiting, outbound recruiting, marque employeur. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on a un entonnoir ici qui se passe sur une stratégie de création de contenu. L'inbound, je crée du contenu pour aller vers. Je prends l'exemple de mon boulanger qui crée du contenu pour montrer comment sont fabriqués ses petits pains, les histoires qu'il peut raconter autour de son sandwich au poulet, ses collaborateurs qu'il intègre, les nouvelles boulangeries qu'il ouvre dans les coins de Essel et Nancy, Au Bon Pain, si vous les connaissez, vous leur passerez mes amitiés. Grosso modo, toute ma stratégie de contenu, de ce que je peux créer qui va directement sur l'étape suivante, participer au développement de mon image employeur, l'image que l'on perçoit de moi, authentique, transparent, attractif, crédible. On me parle du métier, on me parle d'expertise, on me parle d'excellence. Tout ça, ça va me conduire à l'annonce et non pas la fiche de poste. Donc, on est sur inbound, je crée du contenu pour et ensuite je vais chercher. Il y a cet entonnoir-là, la stratégie création de contenu, l'image que l'on va avoir de moi et ensuite l'annonce que je vais créer. Au même titre qu'il y a deux choses que l'on peut envisager, je crée du contenu pour attirer du candidat. Mon annonce, c'est aussi du contenu que je crée pour attirer le candidat. Et je vais approcher directement des candidats. Là, on va dire que c'est plus le chasseur de tête qui parle et on va dire que sur ces problématiques-là, on a clairement pris les devants depuis 6 ans. Aujourd'hui, on n'attend pas. On travaille sur des métiers en tension, on travaille sur des profils qui sont très recherchés. Aujourd'hui, nous, notre cabinet de chasseurs de tête, publier des annonces ne suffit pas. On va chercher. On va aller les contacter directement, on va identifier des profils, on va créer du lien, on va créer de la relation, on va créer de la confiance. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit « je cherche un commercial » ou « je cherche un chargé de communication », il est là. Je sais que je l'ai dans mon téléphone. Parce que j'ai créé du lien et parce que j'ai été transparent et parce que je n'ai pas voulu le pousser de manière abusive dans un process de recrutement où il n'aurait pas de visibilité ou quoi qu'il arrive, il aurait une mauvaise expérience. Donc, aller chercher, aller contacter et développer le réseau, c'est une chose qui est très importante et c'est plus sur cette partie outbound. Donc, les deux fonctionnent, on va dire, en bonne entente. On va parvenir là-dessus. L'inbound crée du contenu. Outbound, donc c'est la fiche de poste. On va parvenir là-dessus tout de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est la fiche de poste. Pour aller un peu plus sur le concret, la fiche de poste, ce n'est pas une liste de courses. La fiche de poste, c'est quelque chose qui doit être réglé entre les ressources humaines ou les personnes chargées des ressources humaines, les opérationnels, ceux qui, à l'heure actuelle, occupent déjà le poste, et les managers techniques. Idéalement, il faudrait qu'on soit 3 dessus. 3, et que cette fiche de poste soit évolutive, modulable, modifiable, communicable, collaborative. C'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui doit redéfinir le pourquoi du poste, qui doit redéfinir les missions et les rôles de manière détaillée, le contexte, les ressources, l'organigramme, l'environnement, les moyens, les objectifs. C'est ça, une fiche de poste. À ne pas confondre avec l'annonce. Et souvent, ce qu'on voit, ce sont des fiches de poste qui sont des annonces ou des annonces qui sont l'équivalent d'un tweet, à savoir 2 lignes. Une annonce, c'est pour ça que j'ai repris ce bon vieux Jacques Séguéla, même si j'ai raté ma vie étant donné que je n'ai pas de Rolex, mais à l'époque, les iWatch n'existaient pas, donc on va dire que voilà.
L'annonce en RH, c'est une annonce publicitaire, ni plus ni moins, avec une phrase d'accroche. Une phrase d'accroche, ça peut être une question. Une question amène une réaction. C'est une présentation des valeurs, de la vision, de l'historique de l'entreprise, des missions principales. Un profil, qui on veut pas, sans aller dans l'extrême. On ne va pas dire on ne veut pas de feignasse chez nous, mais on peut parfaitement dire sur un poste de commercial, nous, on va plutôt chercher un éleveur ou un berger, vous appelez ça comme vous voulez, qu'un chasseur habitué à des process de vente en one-shot qui sont bons qu'à bouffer de la base de données et vendre des contrats rapidement. On a le droit de dire ça. Nous, on est dans une optique d'élevage, on est dans une optique de développement de relations sur du long terme. Si vous êtes plutôt du côté chasse, malheureusement, on pense que c'est peut-être pas une bonne chose de postuler pour ce poste-là à l'heure actuelle. On a le droit de dire aussi ce qu'on ne veut pas. Ce qui nous permet de mettre de côté les candidatures qui ne seraient pas qualifiées pour le poste. Ce qui nous permet d'alléger un petit peu notre pile de candidatures à traiter. Évidemment, nous en détail. Nous en détail, ça veut dire quoi? On a le droit de parler sur comment ça va se passer. Votre premier échange se fera avec Cécile, 20 minutes au téléphone, c'est juste pour parler un petit peu de votre parcours et de savoir ce qui vous ferait plaisir. Le deuxième échange, il se fera avec Guillaume. Avec Guillaume, vous parlerez plus de l'aspect technique, il va plus vous briefer sur le poste et c'est sur cet échange-là qui pourra durer 1 heure qu'il va se passer ça et ça. Voilà, on vous fera une petite mise en situation, ou alors dans un autre contexte, bon bah voilà, c'est un poste en restauration, sur responsable de salle, bon, ce qu'on vous propose, c'est un premier échange sur place, vous restez 1 heure, on discute, on parle de votre parcours, l'étape d'après, ça sera un essai sur un soir, un mercredi, comme ça vous permettra de vous projeter un petit peu dans le poste sans être complètement dans le bain. Sachez-le, c'est un test qui se fera sous forme d'essai, vous serez rémunéré, c'est quelque chose qui se pratique dans le milieu de la restauration. Je le sais, j'ai été responsable d'un restaurant végétarien pendant 7 ans, donc n'hésitez pas, si vous cherchez des bonnes adresses à Toulouse, vous m'appelez. Mais concrètement, nous en détail, et comment va se passer l'intégration, comment va se passer le process. On a besoin de rassurer. Et le faisant, je prends déjà de l'avance sur mes concurrents. Parce que je communique en transparence et en même temps, je détermine un process auquel mes équipes et moi-même devront se tenir. Ah, il y a Marie. Ah bah Marie, salut Marie, prends soin de toi, il y a Marie qui nous quitte. Merci Marie d'être venue. Autre chose, il y a aussi le salaire et les avantages. Je vois beaucoup trop d'offres d'emploi aujourd'hui qui ne communiquent pas sur le salaire. Alors c'est quoi le problème? On veut recruter. Alors, je ne vous parle pas des entreprises qui recrutent des stagiaires en community management en CDI sur 20 heures payés 7 € de l'heure. Je ne vous parle pas de ces entreprises. Elles n'existent pas dans mon monde, mais elles existent dans le monde réel. Il faut parler du salaire, il faut parler des avantages, parce que c'est ça qui va faire la différence aussi. Et en même temps, c'est une question qui est légitime, au même titre que je vois aussi beaucoup d'entreprises qui passent 3 entretiens avec le candidat et qui, au bout du 3e entretien, pose la question du salaire. Au fait, vous demandez combien en prétention? Ah bon, tout ça? Ah ben nous, on n'en propose pas autant. Pour autant, vous êtes déjà bien avancé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, ben, ça, c'est une problématique. Donc, il faut en discuter. Nous, ce qu'on fait, on en parle en préqualification, 20 premières minutes par téléphone. On parle du salaire, mais on communique aussi sur le salaire. C'est important pour ne pas faire perdre de temps ni à vous, ni à vos équipes, ni à vos candidats. Autre chose, j'ai été directement, on va dire, je me suis retrouvé face à ces problématiques-là, du salaire justement, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais je travaillais sur Nancy chez un imprimeur, j'étais payé au SMIC en 13 mois. Là, je trouve un autre travail chez un autre imprimeur. J'ai le dirigeant au téléphone qui me dit bah, t'es payé à combien à l'heure actuelle? Je lui dis bah, je suis payé au SMIC. Il me dit bah, parfait, je te prends. Ok, bon, ça c'était de ma faute. Je ne suis pas du tout dans la négociation et il n'y avait pas de salaire qui était indiqué sur la fiche d'emploi. Je trouve ça dégueulasse. Bon, j'ai été con, je suis d'accord. J'aurais dû penser à négocier, mais c'est pas mon état d'esprit. Mais globalement, Personne n'a dit ça.
Oui, mais bon, je me le dis quand même, mais tout simplement pour dire que il n'y a pas de salaire indiqué sur la fiche de poste. Donc, ok, moi ça m'arrange qu'il y ait un mec un peu déter et un peu en dèche qui accepte de travailler au SMIC alors que c'est du travail. Enfin, j'avais 3 postes. Et en plus, comme je suis je suis un peu lent, j'ai pas dit que j'étais payé sur 13 mois. Du coup, je me suis retrouvé avec 12 mois. Voilà. Donc, à un moment ou un autre, il faut aussi mettre un prix, mettre une valeur sur un travail et s'engager dans ce sens-là. C'est la responsabilité de l'entreprise aussi. Donc ça a son importance et ce qui peut clairement faire la diff. Aujourd'hui, j'ai pas de chiffres non plus, mais c'est pas forcément un bon indicateur d'avoir un salaire selon profil, selon expérience. Ben non, en fait, dans les entreprises, il y a des grilles. Donc, parlons de la grille et donnons une fourchette. Ça n'engage à rien de dire fourchette 30-35. Bon, bah voilà, on peut te faire une proposition à 30 parce que 35, on s'attendait à quelqu'un d'un peu plus confirmé. Ok, banco, ça c'est jouable. Et enfin, mot de la fin, comment va se passer l'onboarding, ton intégration, comment vous êtes formé, comment vous serez accompagné, combien de temps va durer aussi la période d'essai. Et enfin, les contacts et les réseaux sociaux. C'est aussi une bonne chose de rappeler dans nos annonces qu'on a des réseaux sociaux, qu'on est présent et qu'on peut voilà, on essaye d'instaurer aussi une relation de proximité avec nos candidats qui sont avant tout, je vous le rappelle, des professionnels, qui sont avant tout, je vous le rappelle, des personnes qui consomment la communication et qui sont avant tout, je vous le rappelle, des personnes qui vont chercher des informations sur l'entreprise. Non copier-coller, le petit mot de la fin sur les annonces, qu'est-ce que j'ai à proposer? En quoi est-ce que ce que je propose est unique? Quels sont les avantages que je propose? Qu'est-ce que je fais pour rassurer? On remet de la sympathie, on remet de l'empathie et on n'oublie pas de donner une réponse. Ouais, vous avez peut-être eu ces exemples-là de ah ben tiens, on recrute un commercial, t'as pas une fiche de poste là, bah tiens, s'y prend celle d'il y a 3 ans et puis tu en la balances. Ouais, mais en 3 ans, mon pote, elle a changé ton entreprise, l'équipe a changé, les process ont changé. Et puis au final, il y en a aussi qui reprennent des annonces de chargé de mission ou de comptable comme de base pour une annonce de commercial. Rien à voir. Rien à voir. Ou alors qu'ils prennent l'annonce du concurrent, qui changent juste le nom, le prénom, le nom de l'entreprise et qui mettent 2-3 trucs en plus. Et ça y est, Non, une annonce, ça prend un petit peu de temps. Faut la rédiger, faut la travailler. On a une remarque de Guillaume dans le chat. C'est pas toujours évident d'afficher les salaires. Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite. Car il y a tout de même des disparités en interne. Clairement, bonjour le débat par la suite. Ah bah oui, clairement. Clairement, ça je suis parfaitement d'accord. D'où l'importance aussi de communiquer en interne sur comment se sentent les salariés, quel est leur positionnement. Ça peut arriver que dans des petites équipes, on se dise, bon, ok, bon, on est une petite équipe, on se serre les coudes, c'est un peu la galère, ça fait longtemps ou pas qu'on n'a pas eu d'augmentation. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire du point de vue de notre ego pour accueillir dans notre équipe quelqu'un qui pourra nous apporter plus et que par conséquent, il faudra que l'on paye plus. Parfois, c'est un sujet aussi à présenter à nos équipes. Parce que clairement, évidemment, si on a une équipe, ça fait 5 ans que les mecs sont là, qu'ils ont été augmentés au fur et à mesure, qu'ils ont cravaché, qu'ils ont transpiré, qu'ils ont eu leur augmentation à la sueur et au sang, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui se ramène, qui connaissent ni Dev et d'Adam et qui prennent 5K en plus à l'année, alors que voilà, personne ne doit encore faire ses preuves. Effectivement, ça peut faire grincer les dents du jour où ça se saura. Mais c'est une vraie question à poser au sein de ces équipes. Les mecs, on a besoin de quelqu'un, enfin les mecs, les nanas, enfin bref, vous m'avez compris, monsieur, dame, chère équipe, on a besoin de quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour qu'on l'accueille? Parce que voilà la situation actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Et là, on est sur aussi une technique de management qui est plus dans le fait d'impliquer les uns et les autres et aussi dans un dialogue au final, on est tous responsables de la vie de notre entreprise. On est tous responsables de la vie de notre équipe. Et cette décision-là, prenons-la ensemble et assumons ce choix ensemble. Et parfois, il peut y avoir des bonnes surprises. Il peut y avoir des équipes qui diront, bah ouais, carrément, on en a besoin, on s'engage, c'est acté. Ou bon, bah voilà, le plus ancien, il est à 40K. Bon, bah, il fera peut-être un peu la gueule de savoir qu'il y a quelqu'un qui est à 42, mais si c'est quelqu'un qui peut apporter une forte plus-value,
C'est jamais évident, ça c'est clair, mais il ne faut pas avoir peur d'en discuter peut-être. Après, à voir avec la taille des équipes, la configuration, ça peut aussi créer des problèmes, mais il y a d'autres problèmes aussi qui peuvent être avancés sur le papier. C'est quid de l'égalité salariale, quid des avantages. Parce qu'on peut aussi dire, bon, ben voilà les gars, il y a quelqu'un qui va arriver qui va peut-être coûter un peu plus cher. OK, ce que je vous propose, vu que je ne peux pas vous augmenter tout de suite, bah, c'est de vous mettre, si vous le souhaitez, à 90% de temps de travail payé autant que maintenant. Aménagez-vous de la mobilité, aménagez-vous du temps libre, aménagez-vous des choses encore en plus. Peut-être qu'on peut trouver un équilibre entre je ne peux pas augmenter mes équipes, mais qu'est-ce que je peux faire pour leur faciliter le travail ? Qu'est-ce que je peux faire pour leur alléger le quotidien? Qu'est-ce que je peux faire pour leur libérer du temps? Peut-être. Ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Ou alors de dire, bon, il y a quelqu'un qui va coûter plus cher, mais nous, notre problématique, c'est de vous faire gagner en compétences, de vous faire gagner en employabilité. Parce que, OK, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on va prendre quelqu'un, payer plus parce qu'on a du mal à le trouver, et peut-être que vous, ça va peut-être un peu vous froisser dans votre ego, et vous allez vous dire, je vais aller chercher ailleurs. Vous voulez chercher ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on va faire pour vous aider à trouver ailleurs, c'est qu'on va vous former. Formez-les et vous allez voir, il y a peut-être des chances pour qu'ils se disent « Ah, c'est pas con, je vais peut-être rester parce que j'ai ma formation, je vais monter en compétences, je vais gagner en employabilité. » Ça, c'est une bonne entreprise. Et la formation, c'est toujours une clé pour sécuriser les employés, faire monter en compétences, augmenter la satisfaction client, parce que bien formé, ça veut dire de la bonne production, ça veut dire un bon suivi. Il y a des budgets, il y a les OPCO, il y a les formations, il y a possibilité aussi pour les employés de prendre sur leur CPF. C'est pas une obligation de le faire dans le cadre de l'entreprise, donc ils font ce qu'ils veulent de leur CPF, mais il y a des OPCO qui servent à ça. Ça peut être une option. Alors, il y a peut-être un deal à trouver. Au passage, Raphaël, salut à toi, merci d'être venu et bonne fête de fin d'année également. Ça, Guillaume, il n'y aura pas de solutions qui peuvent se trouver comme ça en 3-4 minutes, mais il y a potentiellement des pistes. Potentiellement, avec aussi des perspectives d'évolution et des plans voilà, d'augmentation qui peuvent être envisagés, même si ce n'est pas toujours évident, parce que là, on touche directement au porte-monnaie. Après, il y a encore la solution de prendre des personnes qui sont un peu plus juniors, payer moins cher et de les former. Ou alors attendre désespérément quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et qui sera... voilà. Voilà. Mouton à 5 pattes. Ouais, voilà, mouton à 5 pattes. Cet enfoiré de mouton. Pour l'exemple, je vous ai mis deux petites choses que alors j'ai fait très simple, hein, j'ai cherché emploi serveur Nancy. Voilà l'exemple type de ce que je peux trouver en 2-2. Concrètement, ça c'est des offres qui traînent sur Pôle emploi. Salaire horaire 10,48. Bon, bah, c'est un joli SMIC hôtelier avec prime, avec mutuelle. OK, les primes, on ne sait pas combien. Il y en a un, c'est en 35 heures, l'autre en 24 heures. Ce qu'on retient, c'est vos missions. Vous serez en charge de l'entretien de la salle, de la terrasse et compagnie, lundi, vendredi, midi uniquement. Et l'autre, mise en place de l'établissement et nettoyage, accueillir les clients. On ne dit pas si on va te payer les heures sup, on ne dit pas s'il y a des pourboires, on ne dit pas si on va te former, on ne dit pas si tu peux venir sans expérience. Que dalle. Et le dénominateur commun, c'est qu'on ne parle pas de l'entreprise, on ne parle pas de la clientèle, on ne parle pas du type de restauration globalement, on ne parle pas des enjeux, on ne parle pas de nos attentes. Tout ce qu'on nous dit, c'est attention, vous allez travailler. Voilà, sur des offres super simples, hein. Je n'ai pas cherché très compliqué, c'était les deux premières. Là, il y en a la troisième. Pas grand-chose, au final, on parle de grand concept et tout ça, mais au final, faire quelque chose qui se démarque un petit peu du lot, c'est pas compliqué. Notre restaurant, la souris verte, se développe, contexte de développement. On a besoin de serveurs ou serveuses motivés pour joindre l'équipe. On parle d'équipe, on parle de développement, on parle de motivation. Avec ou sans expérience, vous aimez travailler dans un environnement en évolution, effectuer le service, là on va parler de ce qui va être fait. Et surtout, on va parler, alors c'est les seuls alors que c'est la restauration, sur les trois, il n'y en a qu'un seul qui parle, vous êtes souriant, vous êtes agréable, vous êtes aimable, vous êtes dynamique, vos points forts. Ça coûte quoi de rajouter juste ça?
Voilà. Avec 2 jours de repos consécutifs, CDD, on aurait pu encore plus creuser, mais globalement, ça ne coûte pas grand-chose de pousser un petit peu plus loin les curseurs et de parler un petit peu de nos valeurs. En sachant que l'expérience candidat, au même titre que l'expérience client, c'est fonctionnel. On a parlé des points d'entrée, on a parlé des mails, on a parlé des job boards, donc les sites spécialisés, S-Job, Jobijoba, MeteoJob, Indeed, APEC, tous ces sites qui permettent de diffuser gratuitement des annonces. Il y en a plein. Il n'y a pas que Facebook et le Bon Coin, même si ça peut marcher sur certains métiers. Il y a les réseaux sociaux, il y a LinkedIn, il y a Instagram. Le tout, c'est aussi de savoir à quelle cible on va s'adresser. Parce que bon, tous les 20-35 ans ne sont pas sur le Bon Coin, en tout cas pas pour du travail. Cohérente, pas de signaux contradictoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, notre entreprise, elle prône l'humain, la communication et la flexibilité. Nous, on est à fond sur l'expérience client, on est à fond sur le support, on est à fond sur la satisfaction de nos clients. Oui, mais monsieur, dame, ça fait quand même 1 mois que j'ai pas eu de retour de ma candidature. Bah, le problème, c'est que ça va clairement vous pourrir la marque employeur. Et surtout, sur des secteurs où tout le monde se connaît, l'info, elle peut rapidement faire le tour. Je rajoute à ça une autre problématique. Je rebondis, Guillaume, sur la question du salaire, parce que j'y pense là à l'instant même. Il y a aussi une autre problématique, il y a un autre sujet qui fait que certaines entreprises ne publient pas sur le salaire. Mais ça, c'est un autre problème, ça. Il y a des entreprises qui ne publient pas et qui ne communiquent pas sur leur salaire vis-à-vis des concurrents, parce que les concurrents ne veulent pas savoir combien les entreprises payent leurs salariés. Voilà, ça c'était un autre élément à mettre dans la recette qui a aussi son importance. Ça veut dire, je ne vais pas dire à mes futurs candidats combien je vais les payer, en tout cas je vais l'afficher, parce que j'ai peur que mes concurrents se rendent compte que chez moi ça va pas, ou que chez moi ça va, ou combien je vais payer les autres. Bah ouais, ça c'est une problématique, mais ça techniquement, bien vu. Bah ouais, bien vu. J'ai le nez fin, mais c'est une réalité. C'est une réalité vis-à-vis des concurrents. Ouais, mais bon, les concurrents, c'est une chose, les candidats, c'en est une autre. Mais je peux comprendre aussi cette vision-là. Donc il faut que ça soit cohérent, fluide. Il nous faut un suivi, il faut du timing, il faut qu'on sache que les interlocuteurs soient identifiés. Bon ben voilà, j'ai dit aux candidats par téléphone, ouais ben super, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à la semaine prochaine. Envoyez un mail. Le suivi, j'envoie un mail. Rendez-vous tel jour, telle heure, vous venez en train, telle ligne, vous venez en voiture, voilà, j'ai vu des clients qui payaient les frais de déplacement, j'ai vu des clients des entreprises qui payaient le parc-mètre. Il y en a qui font des petites choses en plus qui font toute la différence sur l'expérience candidat. Il faut que ça soit sincère. Attention au turnover, ça veut dire quoi? Je te parle de mission, alors tu vas travailler sur telle mission, combien de fois ça m'est arrivé? Tu vas travailler sur telle mission, au bout de 3 ans, la personne, elle était toujours pas sur les missions qu'on lui a vendues. Et elle reste en poste parce qu'elle a sa baraque à payer et un gamin à nourrir. Bon, c'est pas sincère. Alors, il faut qu'on en discute, il faut qu'on fasse des points et il faut qu'on désamorce cette situation-là parce que là, clairement, c'est mentir. Et mentir, c'est pas bien. Surtout quand Noël va arriver. Attention, le Père Noël. Enrichissante. On a 60% de candidatures qui sont sans réponse. Qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on échange avec vous? Montrez-nous votre métier, montrez-nous les lignes de production, faites des visites, donnez envie. Globalement, je dis pas qu'il faut montrer votre bilan et votre comptabilité et tout dévoiler, mais faire des visites, ça peut être quelque chose qui peut faire la différence. Parler des clients, ça c'est quelque chose qui peut faire la différence. Montrer votre plus-value, ça aussi. Original, bon, on parle d'humour, on parle d'événementiel, on parle de job dating. Globalement, il faut que ça soit agréable et qu'on s'en souvienne. N'oubliez pas que souvent ce que je dis à mes candidats, le recrutement, c'est 1% à qui on dit oui, 99% à qui on dit non, mais un non aujourd'hui, c'est pas un non pour toujours. Et si vous avez de bons échanges, j'ai déjà vu des candidats qui passaient pas il y a 2 ans chez des clients, qui passaient 2 ans après parce qu'ils avaient passé un bon moment. Et ça, c'est miser, ça c'est peut-être les commerciaux qui s'en souviennent, miser sur du long terme, ça peut faire clairement toute la différence. Est-ce qu'on a perdu beaucoup de monde à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des questions en plus?
On a quelques personnes qui nous ont quittés. Je pense que c'est l'heure, tout simplement. Mais Ouais, c'est le moment d'aller faire. Quand même un bon Il y a, paquet il y a- de gens qui s'accrochent. il y a un paquet de gens qui s'accrochent. Bah, je vous félicite, messieurs, dames. Ça fait plaisir. Merci d'être encore présents. Ah ouais, on est encore 24 en tout. Bon, bah, puisque personne ne se plaint, je vais continuer. J'ai encore quelques slides. Je vais vous tenir pas plus longtemps que ça. Au pire, si vous souhaitez partir, je vous salue déjà. Mais là, on va rentrer on va dire dans une stratégie un peu opérationnelle. Je vais filer un petit peu. Du coup, il y en a 14 qui. Tout le monde se barre. Ok. On a Colin qui s'en va. On a Anne qui s'en va. C'est pas grave, ils pourront consulter le replay. Et voilà. Oh là là, moi je Qu'est-ce que dénonce. j'ai loupé? Je dénonce directement. Boutade. Je suis sans pitié. Boutade, Jean-Christophe. La Bretagne est toujours en ligne. La Bretagne est parmi nous. Merci. Ça fait plaisir. Il n'y a pas que des bouffeurs de galettes chez les Bretons, je les aime bien ceux-là. Ah, ça c'est sûr. Représente la Bretagne, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. On reprend. Je suis tout oui. Ouais, moi aussi. Du coup, je reprends des éléments marketing sur un funnel de conversion pour que ça soit peut-être plus simple, aussi abordable dans la construction d'une stratégie. Un funnel AARRR, on va dire qu'on va partir sur 5 points. Acquisition, activation, rétention, recommandation, recrutement. Premier point, on fait découvrir l'entreprise. Sachant que c'est une stratégie qui n'a pas de date de début et qui n'a pas de date de fin. Il y a des moments clés, mais c'est quelque chose qui doit se faire tout au long, tout le temps. On crée du contenu, on communique sur nos offres, on participe à des événements, on fait de la publicité, on fait de l'approche directe et de la cooptation. Le but du jeu, c'est faire découvrir l'entreprise. Là, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ensuite, on va engager les candidats, générer de la candidature, faire du suivi de notre page entreprise, envoyer des messages aux membres de notre entreprise pour dire tiens, on a tel poste ouvert, n'oublie pas, on va communiquer sur nos offres auprès de nos salariés, auprès de nos collaborateurs, auprès de nos partenaires pour les engager et les activer dans notre stratégie. On laisse aussi la possibilité aux candidats de télécharger du contenu sur notre entreprise. Ok, merci pour votre candidature. Tenez, je vous envoie un PDF. Vous avez toutes les informations concernant notre entreprise. Ça peut être super intéressant. Il n'y a pas besoin de faire un site internet si vous n'avez pas la possibilité. Faites un Word. J'allais dire, il est quelle heure là? 18h24. Oui, à 18h24, vous emmerdez pas. Faites un Word. Mettez les informations relatives à votre entreprise qui sont nécessaires pour le candidat à la compréhension de votre environnement, de vos enjeux et de vos objectifs. L'important, c'est la qualité plus que la quantité. Donc là, on crée de l'engagement auprès du candidat parce que l'étape suivante, c'est entretenir la flamme, créer la rétention. Est-ce que j'ai un système de gestion des candidatures, autrement dit un ATS? Donc, j'ai reçu une candidature, j'ai un système qui me permet de savoir que j'ai déjà reçu cette candidature-là il y a 2 ans. J'ai l'habitude d'appeler les candidats avec lesquels j'ai échangé 1 an auparavant pour prendre des nouvelles. Aujourd'hui, j'ai des rappels dans mon calendrier. C'est rappel Julien, naissance petit bout, février 2022. Je sais quand est-ce que mes candidats vont être parents. Je me note des rappels, j'ai leur date d'anniversaire. Je le fais pourquoi? Parce que j'aime bien faire ça et parce que j'ai envie de me sentir proche d'eux et j'ai envie qu'ils se sentent proches de moi. Je ne dis pas que je vais les placer chez des clients demain. Je dis simplement que j'aime mon métier et j'aime les échanges que j'ai avec eux parce que ça, c'est enrichissant. Envoi régulier d'informations. Tiens, en fait, vous aviez postulé il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a un nouveau poste ouvert. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage? Si j'ai, entre guillemets, si j'ai les fesses propres et que j'ai pas de casserole et que tout s'est bien passé avec mes candidats l'année dernière, il n'y a pas de raison que je puisse pas leur envoyer un message pour leur donner des nouvelles et leur dire comment ça avance de mon côté. Ça, c'est crucial parce que ça va me permettre de faire des économies. Ça va me permettre de faire des économies sur mes futurs process. Et ça se trouve, sur un message comme ça, il y a quelqu'un qui va me dire « Ah bah tiens, j'ai justement la personne qu'il vous faut ». Entretenir la flamme, c'est aussi parler d'intégration et d'onboarding. Des candidats qui connaissent notre structure, c'est forcément c'est plus de chances d'entrer en processus avec nous. On a un réseau d'ambassadeurs également sur R comme recommandation, avec une politique de cooptation. Un salarié, un collaborateur qui m'apporte quelqu'un qui signe chez nous, je lui mets une prime de 500 balles.
Parce que du coup, j'ai gagné du temps de recrutement. Plutôt que de travailler pendant 6 mois, d'avoir un poste vide, eh ben, je mets un système de prime en place. Alors, je dis 500 €, mais ça peut être un autre type de prime. Ça peut être 10 places de cinéma, un Thermapolis ou ce que vous voulez. Mais mettre en place un système de cooptation, mettre en place un programme d'ambassadeurs avec le système des pâquerettes. Je vais aller rencontrer d'autres intervenants, comme on le fait ici d'ailleurs. Je vais rencontrer d'autres acteurs de la vie locale avec lesquels je vais pouvoir échanger et qui vont peut-être pouvoir me donner des idées de candidats ou de professionnels à contacter et coopérer avec des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion ou des influenceurs, ben, c'est potentiellement, ben, je vais chercher tel type de candidat, tel type de professionnel, auprès de qui je vais pouvoir aller pour communiquer directement auprès de ces candidats-là. J'ai repéré quelqu'un qui sort d'école d'ingé, j'ai repéré tel artisan très réputé ou très influent qui pourrait être un partenaire et qui pourrait communiquer pour moi pour dire tiens, il y a tel poste ouvert. Concrètement, c'est quels sont mes vecteurs de communication. Et enfin, la dernière partie, le recrutement, une fois que je suis allé jusqu'au bout de mon entonnoir, il faut que je sache comment est-ce que je peux mesurer mon recrutement, combien de temps ça dure, quels sont les process, quel est le suivi, est-ce que je peux réduire le temps de réponse, est-ce que je peux réduire, parce que concrètement, un candidat qui rentre dans un process de recrutement et qui reste 1 mois sans nouvelles, c'est quelqu'un qui aura la possibilité d'aller signer chez 3 concurrents. Même si vous n'avez pas la réponse, envoyez un message tous les 2-3 jours. Salut, comment ça va? J'ai pas de nouvelles. Pour le moment, on avance. On va encore recevoir des candidats. Bon, en attendant, est-ce que tu veux visiter les locaux? En attendant, est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous êtes positionné? Il faut avoir ces éléments-là parce que sinon, c'est 1 mois plus tard. Oui, au fait, toujours intéressé par le poste? Ah bah mince, vous étiez positionné ailleurs. Ah oui, j'ai oublié de vous poser la question. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc, on n'oublie pas la transparence et le temps comme maître clé. On est déjà pas mal, on n'oublie pas de bien accueillir. Là, on est plus sur des process d'onboarding, mais globalement, un bon process d'onboarding. Onboarding, c'est l'intégration des nouveaux collaborateurs qui peut améliorer jusqu'à 82% le taux de rétention des salariés. Ça veut dire une bonne intégration des collaborateurs qui restent plus longtemps, qui convertissent le période d'essai et qui s'inscrivent durablement. Qu'est-ce que je fais pour l'accueillir? Avant de le recevoir, je prends contact, je lui demande s'il a des questions, s'il a besoin de matériel, s'il a des craintes, je vais demander les informations, je vais désigner un parrain au sein de l'entreprise qui va l'accueillir, je vais préparer donc un matériel, un kit de bienvenue, aménager les emplois du temps. Bah oui, tu vas travailler avec tel manager. Moi, j'ai déjà vu des équipes qui ne savaient même pas qu'elles allaient recevoir leurs nouveaux collaborateurs, qui se retrouvent comme un cheveu au milieu de la soupe dans une nouvelle équipe où personne n'était au courant de son arrivée. Donc, on prépare son arrivée. C'est comme un enfant qui arrive à la maison, on lui prépare sa chambre, on lui achète un beau petit pyjama et des petites peluches. Moi, je ne veux pas infantiliser les nouveaux salariés, mais concrètement, c'est exactement la même chose avec un processus clair, des phases avec des chargés de recrutement, des phases avec un manager, avec des collègues de l'équipe qui sont concernés. Et on va construire un process de recrutement autour de notre nouveau collaborateur avec des points réguliers et avec une checklist de ce qu'il ne faut pas oublier. Le matériel, l'annonce de l'arrivée auprès de ses équipes, un livret d'accueil, un premier déjeuner, un point administratif, un accès à sa boîte mail s'il doit en avoir une, un point sur les outils dont il a besoin, toutes ces choses qui doivent se préparer en amont et qui font que dès son arrivée, la personne se sent déjà intégrée, se sent déjà comme une partie de l'équipe avec des événements et un temps fort autour de cette personne-là, parce que c'est ça aussi qui va contribuer au développement de vos valeurs et de votre marque employeur, parce qu'on est clairement dans du rituel, on est clairement dans du process, on est clairement dans l'intégration, qui peut se faire sur 2-3 mois, des rendez-vous RH, des rendez-vous avec la manager, on débrief, on n'attend pas la fin de la période d'essai au bout de 4 mois pour dire, au fait, est-ce que ça va? Toutes les 2 semaines, on peut prévoir ça avec le manager. Tiens, quelles ont été tes difficultés? Quelle est ta marge de progression? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as apprécié, pas apprécié? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Et on va jusqu'au bout, en sachant qu'à tout moment, le candidat comme l'entreprise peuvent dire stop. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut anticiper, parce que si jamais tu ne te sens pas bien au bout d'1 mois, si on trouve une solution, soit on met fin à la période d'essai, mais on ne va pas te lâcher dans la nature. On peut quand même te faire une recommandation, on peut quand même t'aider à retrouver un emploi derrière, on peut quand même activer notre réseau pour te trouver quelque chose. Mais tout ça, il faut l'intégrer. C'est pas contre nous quand quelqu'un ne veut pas rester chez nous. C'est pas que contre nous.
Mais concrètement, ça veut dire qu'il y a eu un désaccord quelque part, il faut savoir lequel, et pour ça, il faut communiquer clairement. Les outils, je ne vais pas vous faire une ribambelle d'outils, il en existe, on va partir sur du simple, sur du gratuit, servez-vous de la suite Google, servez-vous de Calendly, servez-vous de Google Agenda, c'est le nerf de la guerre, il y a des outils qui sont gratuits, Google Agenda c'est super parce que c'est du collaboratif, et comme ça vous n'oublierez pas vos moments d'intégration, vos temps forts, vos entretiens, ça ne se reproduira plus les oublis, des templates mail qui peuvent être créés sur Gmail ou sur Outlook ou peu importe, c'est quelque chose qui peut être fait, toute action qui est amenée à répéter peut être automatisée. Eh ben, ne l'oubliez pas, si vous avez des questions sur l'automatisation, vous m'appelez. Si vous avez des questions sur les outils, vous m'appelez. Si vous avez des questions, vous m'appelez. Si vous n'avez pas de questions, vous m'appelez. Et globalement, je crois que j'arrive tout doucement à la fin. Donc, on finit avec les gendarmes. Est-ce que j'ai un mot à dire sur les gendarmes? Ben, c'était une bien belle équipe. Et globalement, ce qui revient, c'est les valeurs des gendarmes et surtout la bonne ambiance, la bonne humeur, le sérieux. On a fait 1 heure et demie. Vous avez été un public formidable. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre attention, ainsi que pour les questions. Je suis encore là. Gros big up avant toute chose, avant qu'on oublie, gros big up à Cécile, à ses équipes, ainsi qu'à la CCI. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très très bien. J'espère que j'ai pas été trop chiant, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, et pas trop de gros mots non plus. Mais ça c'est. On a vu pire. Ah bon. Visiblement, il y a eu pire. Merci. Il y a eu pire. Il y a pire. pire. Tes conseils, Non. Merci. Oui, merci beaucoup pour vos conseils. Oui, j'espère que ça pourra. Ah bah là, puis on sent que j'ai faim aussi. Là, j'ai les crocs, donc là, je pars. Ouais, non, je monte dans les tours, mais c'est surtout que j'ai bu beaucoup de café avec ma petite tasse. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir? Pour ma part, en Bretagne, je vais prendre un peu de recul parce que j'analyse, hein, et je reviendrai vers vous si c'est possible. Ok, j'aurai toujours du temps pour les Bretons. Il faut. Oui, promis. On est le bout de la Terre avant les Amériques, n'oubliez pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'adore les Amériques. J'oublierai pas. Merci beaucoup la Bretagne. Merci beaucoup. Et du coup, vous êtes sur quel secteur d'activité? C'est une boutade. Hein. Ah, d'accord. Oui, c'est une boutade. Vous ça reste dans le thème du webinaire, donc c'est très bien. Ok. Du coup, vous n'êtes pas du tout bretonne? Moi aussi. De naissance seulement. De naissance uniquement. Oui. Bon, j'adore les Bretons de naissance aussi. Oui. Il n'y a pas de souci avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres retours à chaud que vous souhaiteriez faire, des points que vous souhaiteriez que nous éclaircissions ensemble? Bernadette dit que c'était complet, passionnant et passionné, c'est vrai. Tout à fait. Ah bah ça, c'est merci beaucoup Bernadette. Passionné, c'est clair, passionnant, merci beaucoup. Et on a aussi Mazel Tov en commentaire de Guillaume. Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel Tov, Jean-Christophe, je pense que c'est le mot de la fin. C'est bien d'avoir remis au centre l'expérience candidat, on a tendance à l'oublier. Et on a tous été candidats un jour. Il faut être capable de se remettre dans ces bottes-là. C'est pas forcément facile, donc merci pour la piqûre de rappel. Parfois c'est difficile à entendre, mais il faut le dire. Avec grand plaisir. D'autant plus que quand on en avait discuté, on parlait de problématiques. Tu me parlais, Cécile, de problématiques, notamment sur la localisation, sur la mobilité. C'est un enjeu aussi. On n'a pas parlé beaucoup de mobilité, on n'a pas parlé de tout ça. Mais au final, c'est juste un petit problème. Dans une masse d'autres petits problèmes. Donc, au cas par cas, on pourrait essayer de trouver des combines, de trouver des solutions. Une chose est sûre, aujourd'hui, il y en a qui sont prêts, j'en vois, qui sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour aller taffer, qui sont prêts à faire des allers-retours tous les jours, qui sont prêts à déménager. Le tout, c'est de savoir pourquoi. C'est comme quand on se trouve une copine ou un copain et qu'on se dit, bon, bah, je quitte tout pour venir m'installer avec toi, ce qui n'est pas toujours une bonne idée.
mais qui peut être fait. Voilà, dans le cadre d'un travail, c'est une grosse partie de la vie, donc il faut de temps en temps pas hésiter. Ah, merci Cécile, bonsoir Jean-Christophe. Ah non, merci Jean-Christophe, bonne soirée Bernadette, merci beaucoup. Donc c'est des petits problèmes, il y a des choses que l'on peut voir au cas par cas sur la mobilité, en sachant qu'aujourd'hui il y a pas mal de digitalisation, ce qui peut pas être possible sur tous les métiers. On en discute à l'occasion. Voilà. Donc pour ceux qui sont bien inscrits, je vous referai un petit mail avec le replay du webinaire si vous avez manqué Merci. 1 ou 2 minutes. Et avec les Merci. contacts de Jean-Christophe, ça peut toujours servir, comme vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui est une ressource clé. Voilà. Ah oui, je valide. Oui, ça c'est Merci parce que beaucoup. j'ai une bonne gueule de trousseau, ça. Et totalement, tu dois en ouvrir des portes. Voilà. Bon, on va arrêter. Hein, on va arrêter. Là je suis en roue libre, hein, donc si vous voulez rester pour mes punchlines, c'est le moment ou jamais. Merci à toi Guillaume, merci Véronique. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, bonne continuation à toutes et à tous. Pour tous ceux qui ont des problématiques de recrutement, bon courage. Pour les chefs d'entreprise, pour les dirigeants, pour les managers, pour vous tous, parce qu'il n'y a pas besoin d'être dirigeant pour être en stress, en panique et d'être fatigué. Surtout, on va parler de bon cœur, à dire prenez soin de vous. N'oubliez pas que le plus important, c'est soi-même, la santé, nos proches. Et tant que personne ne finit à l'hôpital, c'est déjà le plus important. Donc, on a tenu bon tous ensemble jusque-là. On va continuer. Bon courage. Je suis de tout cœur avec vous parce que c'est pas évident, c'est galère, il y a plein de problématiques. Mais c'est important de le rappeler que de temps en temps, voilà, on parle aussi d'humain à humain. Et l'entreprise, l'économie, tout ça, on peut le mettre aussi de côté, même si c'est pénible pour tout le monde, que ce soit pour les dirigeants comme pour les salariés, d'ailleurs. C'est l'empathie, c'est ce que tu disais tout au long de la présentation. Affirmatif. Du coup, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout. On sent les warriors. Donc, en tout cas, c'était vraiment très intéressant comme prévu. Bravo à toi, Christophe. Merci beaucoup pour cette belle chance de participer. Je resterai jusqu'à la fin parce que je déteste partir. Je préfère vous voir tous partir. Je vous accompagnerai vers le départ. Bonne continuation à toutes et à tous. Je vais arrêter le partage de mon écran, ça sera plus simple. C'est un capitaine restant sur son navire. Et moi, je vais... Exactement. Au revoir et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup.